Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Ça va très, très bien. Cool. Fait qu'aujourd'hui, on continue sur notre vague de storytelling. On a parlé la dernière fois des histoires qu'un représentant ou quelqu'un en charge du développement des affaires peut raconter en début de processus, appelons le processus de vente, mais lors des premières conversations avec un prospect. Là, on fait un fast-forward, on arrive jusqu'à la fin du processus, fait que tu as fait tout ce que tu avais besoin. Évidemment, ça enlève, vu que comme l'expliqué, j'ai un certain penchant pour la vente, ça enlève pas tout ce qui est besoin de la vente consultative, poser des questions, bien comprendre l'enjeu du client, ça enlève rien à tout ça. Fait que, admettons que tu as tout fait comme il faut, que tu as tout fait, puis là, tu arrives en fin de processus, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a quand même une résistance qui se développe, une certaine crainte au niveau du prospect, d'acheter quelque chose d'un coup. Fait que là, tu me disais qu'il y avait deux types d'histoires que tu peux raconter. Évidemment, il y a toutes les compétences de vente consultative, comme je disais, qui rentrent là-dedans, mais il y a deux types d'histoires que tu peux aussi amener sur la table pour t'aider à faire le dernier email, à closer ta vente. Exact. Puis, faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe vers la fin du processus de vente. Parce que quand on parle de storytelling, en développement des affaires ou même en marketing, ça remplace pas rien. Puis tu le dis bien, le vente consultative, ça enlève rien au besoin de bien comprendre le besoin, de bien framer la solution et tout. Par contre, c'est juste une façon de présenter peut-être des choses qu'on fait déjà. Et puis, ce qui arrive à la fin du processus de vente, puis moi, mon graphique préféré par rapport à ça, c'est le graphique des émotions à travers le processus de vente du livre Solution Selling. Ce qu'on voit à la fin, c'est que l'évaluation du risque augmente, la peur du risque augmente vers la fin du processus, ce qui veut dire que je me suis informé sur une solution, on m'a présenté une solution, elle semble intéressante, elle semble me plaire et pourrait être au bon prix, pourrait être à plein de choses, mais juste avant de closer, il y a cette évaluation du risque qui se fait et il y a cette espèce de question qui se pose. Quel est le danger de faire affaire avec cette entreprise-là ou quel est le risque que j'ai de choisir ce produit-là? Et deux types d'histoires qui peuvent être utilisées vers la fin. La première histoire, c'est une histoire d'apprentissage et la deuxième histoire, c'est l'histoire des valeurs de l'entreprise. OK, cool. Ben, tu m'as convaincu. Il faut creuser un peu plus loin. Les histoires d'apprentissage, c'est quoi ça? L'histoire d'apprentissage, en fait, c'est on a habituellement parlé, puis on en a parlé la dernière fois, d'études de cas et de trucs comme ça. À un certain moment, on va avoir parlé dans le processus un peu plus en amont des bons coups qu'on a faits pour des entreprises similaires. On va avoir présenté une étude de cas, on va avoir peut-être donné des références clients ou des choses comme ça. Mais quand on s'approche vers la fin, là, c'est le risque. Qu'est-ce qui arrive si, malgré le fait que ce gang-là soit aussi bon que ça à implémenter ce produit-là ou à me vendre ce produit-là, qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui arrive si les choses ne se passent pas pareil? Alors, l'histoire d'apprentissage est utilisée à la toute fin pour diminuer cette peur du risque. L'histoire d'apprentissage, c'est qu'on va aller chercher une fois où on a appris quelque chose grâce à un client. Ce qui veut dire qu'on a eu une surprise en cours de route et on a appris quelque chose. Puis, on va expliquer ce qu'on a appris. Puis, on va cette histoire-là, donc de partir justement de notre héros, le client qu'on avait à ce moment-là, la solution qu'on avait proposée. Après ça, le problème qui est arrivé, la découverte qu'on a faite et l'apprentissage et pourquoi maintenant ça n'arrivera plus. Donc, ce qu'on veut, c'est rassurer le client que quand on fait des erreurs, on les fait qu'une seule fois et que ce client-là bénéficie de toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé. C'est ça qu'on veut y mettre à l'esprit. Donc, l'histoire d'apprentissage est vraiment basée là-dessus. De montrer que quand on fait des erreurs, on apprend quelque chose. Donc, l'histoire d'apprentissage est vraiment là. C'est pour diminuer le facteur ou la peur ou l'aversion au risque que le client peut avoir juste avant de signer. Je comprends. Fait que c'est ça. OK. Oui, ça, c'est intéressant. Puis,
tu sais, c'est drôle que puis on va arriver à ton deuxième type d'histoire tout de suite après, mais il y a quelque chose que j'ai étudié beaucoup en ce moment, c'est le fait de dévoiler un peu ses faiblesses. Parce que quand tu me dis partager un apprentissage, tu sais, des fois, ton instinct, là, surtout quand c'est ton entreprise, ben, tu peux valider ou pas, mais pour moi, tu sais, quand c'est ton entreprise, d'admettre que tu as déjà fait une erreur, c'est comme la peur, il y a une certaine peur que mon client va dire, oh my God, tu sais, il sait pas exactement ce qu'il fait, là. Fait qu'il faudra faire attention, mais au contraire, tu sais, dans les études que je vois, dans ce que je lis, dans ce que j'écoute, c'est en fait de dévoiler un peu une faiblesse. Mettons, le fait qu'on n'est pas parfait, ça aide à bâtir aussi le lien de confiance avec ton client parce qu'il sait, consciemment ou inconsciemment, que tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Aucun projet se déroule parfaitement. Il y a des choses qui se passent mieux, il y a des choses qui se passent moins bien. Fait que j'aime beaucoup ce type d'histoire-là parce que ça va à l'encontre de tout ce que tout le monde pense. Donc, je pense que si tu as le courage, entre guillemets, de le faire, ben, tu es un des seuls qui va apporter de dire, écoute, il y a ça qui s'est passé, comme aussi qu'on a appris, etc., etc. J'aime beaucoup ça. Puis des erreurs puis des surprises, il y en a à tous les mois. Il y en a tout le temps. Il y en a que le client ne s'en rend même pas compte. Il y en a que ton voisin de bureau ne se rend même pas compte parce que tu règles la chose. Donc, ça, c'est la réalité. Puis on a tendance, puis on a peur de se montrer vulnérable, comme tu dis si bien. Mais quand on le fait, c'est peut-être pas nécessairement approprié de le faire trop tôt non plus parce que avant ça, on veut créer le lien de confiance, justement. Mais après ça, on veut le solidifier en disant, hey, by the way, si ça ne va pas, on est capable aussi de régler ces problématiques-là. Fait que l'histoire d'apprentissage est vraiment là pour ça. Cool. Et puis le deuxième type d'histoire, c'était quoi déjà? C'était les valeurs. Quand on parlait de storytelling dans notre autre live qu'on a fait ensemble, on parlait au début de raconter l'histoire de l'entreprise, puis de dire pourquoi elle existe, c'est quoi ses valeurs, et puis d'expliquer un peu l'historique. Ça, c'est l'histoire classique. Ça a été fondé dans un bar, sur une napkin, on a eu une idée, puis là, maintenant, on fait un demi-milliard de chiffre d'affaires. C'est cette histoire-là qu'on a envie d'entendre pour savoir c'est quoi qu'il y a derrière tout ça. L'histoire des valeurs, à la fin du processus, elle est attachée un peu à l'histoire qu'on a peut-être racontée au début, en disant, tu sais, quand je te racontais pourquoi on existe, puis les valeurs de l'entreprise, laisse-moi te démontrer à quel point on le vit au quotidien. Il est arrivé une histoire à mener où on a eu un problème au niveau du shipping et puis notre client devait avoir son produit et sa palette avant 9 h le lendemain. Et puis, nous, dans nos valeurs, c'est vraiment la satisfaction, c'est d'être, comment je pourrais dire, quelle pourrait être la valeur d'être on time ou je ne sais pas, tu sais, vraiment de respecter les échéanciers, c'est une de nos grandes valeurs. Bien, on a un employé, Bertrand, qui, lui, a pris sa voiture de chez lui le soir après le souper, quand il a vu qu'il y avait un problème. Il s'est rendu à l'usine, il a embarqué dans le camion, puis il a été livré pour minuit chez le client. Ça fait partie de nos valeurs, puis c'est comme ça qu'on le fait. Donc, l'histoire des valeurs, c'est d'utiliser un événement qui a eu lieu et un employé spécifique qui a réglé la problématique et ça lié aux valeurs. Donc, ce n'est pas tant un apprentissage que de dire toutes les valeurs que je t'ai dit qui étaient écrites sur les murs, là, on les vit pour vrai. Puis laisse-moi te donner un exemple. Dans une situation comme la tienne, on va devoir te livrer des palettes sur une base régulière à ton usine, de notre usine. Ben, laisse-moi te raconter la fois où ça ne s'est pas exactement passé correctement. Puis on a des gens comme ça sur le plancher, dans les bureaux, qui sont prêts à faire des extra miles pour régler les problématiques. Donc, l'idée, c'est encore là de mettre en confiance sur le risque que le client anticipe. Tu sais, de se dire, OK, c'est quoi mon risque? Qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à shipper à temps? Bien, avec cette histoire-là, on découvre que grâce à des gens comme Bertrand, ben, l'entreprise va tout faire pour réussir à livrer. Donc, ça, c'est le deuxième type d'histoire. Encore là, on veut rassurer sur le principe. C'est ça, puis comme on disait au début de la conversation, tu sais, le storytelling n'est pas un remplaçant à une vente consultative ou quoi que ce soit. Puis en vente consultative, quand on sent qu'il y a une certaine résistance qui se développe, qui se forme, c'est quand tu as un client qui dit « je vais y penser, il faut que je revoie, il faut que je prépare ça avec mon boss », c'est une forme de résistance, là, quelque chose qui t'empêche
il veut pas prendre une décision. Puis souvent, on dit, ben, il faut commencer à poser des questions. OK, parfait, oui, prends ton temps, mais est-ce que je peux te poser, je peux en comprendre un peu plus? Qu'est-ce que tu cherches? Puis souvent, là, tu vas avoir les réticences qui vont monter à travers un questionnement. Puis c'est là où tu peux rentrer une histoire. Peut-être que tu as un client qui a peur d'un shipping en retard, mais tu as peut-être un autre qui a dit, ben, j'ai peur d'être double billé parce que c'est ça qui est arrivé une autre fois. Puis là, tu peux commencer à, quand on parlait d'une bibliothèque de contenu à un moment donné, avoir plusieurs types d'histoires. OK, il y a une crainte à ce niveau-là où je vais raconter comment nos valeurs s'appliquent via une histoire. Ben, imagine la différence. Tu as le client, le contrat est sur la table. Il reste juste à signer le crayon dans ses mains, puis il hésite. Parce que lui, avec son dernier fournisseur, le problème qu'il avait eu, c'est justement sur les délais de livraison. Puis il dit, j'hésite un peu parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les livraisons avec mon dernier fournisseur, puis je veux tellement pas vivre ça. Imagine scénario A, le représentant, le vendeur dit « Non, 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 inquiète-toi pas, nous, dans nos valeurs, là, on a just in time, c'est écrit sur les murs au bureau. » Imagine la valeur de ça versus je te comprends tout à fait. Laisse-moi te raconter qu'est-ce qui est arrivé avec un client qui, justement, avec qui on avait eu malheureusement un enjeu sur le shipping. Là. Il y avait justement ce soir-là où on devait livrer pour le lendemain. Et là, tu racontes l'histoire. Entre dire non, non, inquiète-toi pas, c'est écrit ces murs dans le lobby chez nous, puis je vais te raconter une histoire pour te dire qu'est-ce qui est déjà arrivé quand on avait eu ce problème-là. La dynamique est complètement différente, puis c'est exactement la même situation, c'est exactement la même objection, c'est exactement le même frein. Donc, le storytelling est là pour ça, pour amener un petit peu plus d'émotion dans le même argumentaire. Parfait. Tu m'as convaincu. Ben, je suis content. J'ai même pas eu à te raconter. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça, on néglige souvent, puis je sais qu'en termes de représenter en travaillant en marketing B2B, tu travailles avec beaucoup de représentants, puis l'instinct qu'on a quand il y a une certaine réticence du client qui arrive, surtout en fin de processus. On a passé toutes nos semaines puis nos mois à travailler ce client-là, puis tout à coup, il y a un genre de « Ouais, OK, mais laisse-moi, j'ai besoin d'un autre mois pour y repenser. » Notre instinct, c'est d'être on arrive sur la défensive. Oh, non, 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 on est le meilleur, fais-moi confiance. Mais en posant des questions puis en racontant des histoires de nos valeurs puis de nos apprentissages, c'est ça qui va ultimement te permettre avoir un meilleur succès en bout de ligne. Exactement, exactement. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait qu'on aime ça, écouter une bonne histoire. Ouais. Cool. Ben écoute, merci beaucoup, Alexandre. Une des prochaines fois, on va parler des types de structures d'histoire, parce qu'on a parlé beaucoup de qu'est-ce qu'est le storytelling, les types d'histoires qu'on peut raconter, mais en bout de ligne, comment je fais pour structurer ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis sinon, après, on va commencer à retourner sur d'autres sujets de contenu, etc. Magnifique. J'ai déjà hâte. Parfait. Merci, Alexandre. À bientôt.